Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux remercier Dogs & Co, sponsor de cet épisode. Dogs & Co, c'est la référence malgache pour vos chiens et vos chats. Tous les soins, les conseils, les produits, tout au même endroit, des passionnés, sérieux et très fiables. Alors derrière Dogs & Co, il n'y a pas des gens qui font du business avec les animaux. Il y a des gens qui aiment les animaux et qui en ont décidé d'en faire leur métier. Et ça, c'est rare pour Madagascar et ça se sent. Si vous avez un animal ou si vous pensez en adopter un, le lien est en description. Dogs & Co vous recontacte personnellement. Merci Dogs & Co de croire dans Ouch. Je sens qu'on va faire quelque chose de grand ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Ouch. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, encore une fois. Elle est journaliste d'investigation. Elle est spécialisée en droit humain et dans la justice sociale. C'est une malgache, une franco-malgache. Elle a travaillé pour France 24 principalement, mais elle a aussi reçu un prix très spécial dans le monde du journalisme qui s'appelle le prix Pulitzer. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gaëlle Borgia. Mais avant tout ça, si vous venez de découvrir notre page et également notre chaîne YouTube, on est Ouch. Et Ouch, c'est une émission, un podcast qui sert à révéler les experts, révéler les talents et surtout à inspirer la nouvelle génération malgache et bientôt africaine. On vous invite à faire un j'aime, à laisser un like sur la page, à laisser un commentaire, ça nous fait vraiment plaisir, ça va nous aider. Et surtout, suivez-nous sur notre page Facebook et notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les podcasts Spotify, Deezer, Apple Podcasts. On est présent partout. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bienvenue sur Ouch. Merci pour l'invitation. Écoute Gaëlle, je te remercie déjà pour ta disponibilité et on a envie de savoir c'est qui Gaëlle Borgia. Moi, ce que je connais de toi, tu es une journaliste très renommée, en tout cas à Madagascar. Tu oses dire ce que les gens pensent tout bas. Donc nous aujourd'hui, on aimerait savoir pourquoi les gens devraient voir ton podcast aujourd'hui. Écoute, quand on a discuté, tu m'as dit que l'objectif de ton podcast, c'était de changer les mentalités. Et donc là, en partageant ce que je fais, en partageant ma manière de voir le métier de journaliste, comment je me suis lancée dans ce métier, pourquoi je veux avoir de l'impact, pourquoi l'éthique, être fidèle à mes valeurs, c'est important. C'est un peu ça que j'ai envie de partager. Oui, peut-être pour inspirer des gens. Si je peux inspirer une personne, ce serait déjà génial. En tout cas, tout nous inspire beaucoup et au vu de tes réalisations, tout ce que tu as fait déjà pour Madagascar, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de tes débuts. Comment tu t'es retrouvée dedans ? En fait, c'était pas du tout, quelque chose d'attendu parce que personne n'est journaliste dans ma famille. Mes parents sont pas du tout dans ce milieu. Je me suis retrouvée au lycée, dans une troupe de théâtre. J'étais en France, donc j'ai grandi en France et à la fin du spectacle, il y a un journaliste qui est venu, enfin on a joué une pièce, de théâtre et à la fin, un journaliste est venu nous interviewer. Et je l'ai vu avec son petit cahier, là, son stylo, et j'ai tout de suite aimé, bizarrement. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais déjà, j'avais un goût pour l'écriture. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, j'aime bien ce qu'il fait. Et tout de suite, je lui ai demandé, j'aimerais bien faire la même chose. Et il m'a dit qu'il était correspondant pour la presse locale. Donc, il y avait un journal régional, là où j'habitais. Et il m'a dit, tu peux postuler. Voilà, je suis correspondant de la presse locale. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Donc, c'était vraiment un hasard. Et en même temps, je pense que tout me menait un peu vers ça, parce que j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours aimé écrire, j'étais beaucoup plus douée dans les matières littéraires que les matières scientifiques. Donc voilà, j'ai un peu commencé dans ce petit journal. Et puis ensuite, j'ai poursuivi des études supérieures en lien avec le journalisme très vite. Donc voilà, en fait, j'ai eu la chance de trouver ma voie vite. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et moi, ça a été un peu une vocation, on va dire. Et donc voilà, j'ai eu un parcours un peu classique. J'ai fait des études supérieures d'anglais, de lettres. Et j'ai intégré un master de journalisme bilingue, anglais-français, à la Sorbonne Nouvelle, donc à Paris 3, à Paris. Et directement, tu as travaillé en tant que journaliste ou comment ça s'est passé ?
Oui, c'était très rapide parce que le master que j'ai fait, c'est un master professionnel, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de faire des stages et j'ai intégré donc France 24, la rédaction de France 24 en 2008 ou 7. C'était C'était ta première un de mes expérience? premiers stages. Oui, donc j'ai intégré cette chaîne en tant que stagiaire, quasiment au début de la chaîne, parce que France 24 a ouvert en fin 2006 et moi je suis arrivée en 2008. Voilà. Et donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. J'étais une petite assistante de rédacteur en chef. Donc un assistant de rédacteur en chef, il exécute ce que lui dit la personne en charge d'organiser le journal télévisé. Donc il me demandait, appelle tel correspondant, il doit faire une intervention en direct dans tel journal, sur tel sujet. Donc il me demandait de passer des coups de fil, il me demandait de distribuer donc en gros le programme du journal, les interventions des correspondants aux présentateurs. Donc j'avais quelques petites tâches comme ça, un peu de petites mains, si tu veux, du journalisme. Donc j'ai vraiment commencé comme ça. Je faisais pas de contenu, je faisais pas de reportage, je n'avais pas de caméra, tu vois. Donc j'ai vraiment gravi les échelons petit à petit. Justement, en parlant d'échelons, comment ça se passe? C'est quel genre d'échelon que tu retrouves dans ce monde du journalisme? En fait, moi, je suis journaliste télé. Donc, j'ai commencé dans une grande chaîne d'information en continu internationale qui est France 24. Donc, il y a différentes équipes et ça va donc de l'assistant rédacteur en chef qui prépare le journal, qui est en lien avec l'édition, donc c'est-à-dire ceux qui exécutent le journal, donc le présentateur, le chef d'édition et l'assistant d'édition. Donc, c'est un trio. Et il y a aussi la production, donc ceux qui font le lien entre la chaîne et les correspondants à l'étranger. Donc c'est vraiment une chaîne avec plein de petits maillons. Et on travaille donc tous dans une rédaction, donc dans un bureau, et chacun a son rôle. Donc le présentateur, lui, il est en première ligne, on le voit à l'antenne. Le chef d'édition, il est en régie. Donc c'est lui qui lance les reportages, qui parle dans l'oreillette du présentateur. Et il y a l'assistant d'édition qui va faire l'habillage antenne. Donc par exemple, le nom du présentateur qui apparaît, les titres qui sont des petits montages de 30 secondes, 1 minute. C'est une espèce de grande fourmilière où chacun a son rôle. Et c'est un travail quand même particulièrement stressant parce que c'est en direct, c'est en continu, donc il faut être particulièrement réactif et rapide. Donc j'ai vraiment commencé dans un environnement où il fallait être rapide, gérer des situations de stress. Et donc voilà, ouais, c'est France 24 qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a appris la réactivité, qui m'a appris la difficulté de travailler dans une chaîne en continu. C'est vraiment particulier, hein, le journalisme télé. Et après cette partie assistant, tu es passée donc enquêteuse. Oui, en fait, donc j'ai commencé en bas de l'échelle, donc à Paris dans une rédaction. C'est là où j'ai appris vraiment le fonctionnement d'une chaîne internationale. Et très vite, j'ai eu envie d'avoir une expérience sur le terrain, vraiment faire mes propres reportages, avoir ma petite caméra, mon micro et interviewer moi-même. Donc je voulais vraiment faire du contenu parce que quand tu travailles dans une grande chaîne internationale, il y a plein de petits jobs qui sont pas vraiment... si on est journaliste, mais on fait pas du contenu pur. C'est pas nous qui produisons vraiment l'information originelle, je dirais. Et j'avais ce rêve de travailler en tant que correspondante à l'étranger. Donc correspondant, c'est vraiment un métier où tu es basé dans un pays et tu couvres l'actualité du pays où tu es. Donc tu as ta caméra, tu as ton logiciel de montage, ton unité de tournage, on appelle ça. Tu le fais toi-même alors? Voilà, et tu fais tout toi-même. Et quand j'ai commencé à Paris, j'étais dans cette grande chaîne internationale. J'étais un peu déconnectée, si tu veux, de l'actualité. Quand tu regardes un grand journal, c'est voilà ce qui se passe aux États-Unis. Ensuite, il y a l'actualité au Pakistan ou je ne sais où. Et j'arrivais pas à saisir, tu vois, cette actualité. Ça me paraissait très lointain. Et je me disais, mais est-ce que tu t'es trompée de vocation? C'est vraiment ça que tu veux faire? Être dans une rédaction, tu reçois des dépêches du monde entier, tu comprends rien. Toi, tu viens de ta petite banlieue parisienne, tu n'as rien vécu. Et du coup, je commençais à me renseigner auprès de mes collègues qui avaient plus d'expérience et je leur disais, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Tu vois, je les trouvais très doués
Ils avaient de l'expérience et je voulais un peu connaître leur parcours. Et il y en a beaucoup qui m'avaient dit, moi, j'ai été correspondant. Voilà, j'ai fait 2 ans en Serbie, j'étais en Afrique de l'Ouest. J'étais là, ah d'accord, donc ils ont ce parcours, tu vois, Ça te parlait, ce quoi. profil international. Et oui, ça m'inspirait. Et je me suis dit, mais je veux faire ça. Et après est venu le temps où il fallait choisir le pays où je voulais m'installer. Et étant d'origine malgache, je me suis dit, mais en fait, c'est le meilleur pays où aller. Au départ, quand tu commences, tu dis, ah, j'ai envie d'aller à Londres, je vais aller à New York, tu vois un peu les grandes capitales avec des paillettes, etc. Et puis, j'ai commencé à avoir un cheminement un peu idéologique. Je me suis dit, mais en fait, je suis africaine. Je commençais à m'intéresser à l'idéologie panafricaine, panafricaniste, comment apporter quelque chose au pays, être peut-être un pont entre la France, donc mon pays de naissance et là où j'ai grandi, où j'ai été éduquée, et Madagascar, qui est mon pays de sang, qui est le pays de mes parents, de mes grands-parents. Et donc, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, OK, je vais m'installer à Madagascar. En plus, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de journalistes, donc ça veut dire qu'il y a des reportages à faire, il y a de la place. Et puis voilà, j'ai de la famille ici, j'avais un pied-à-terre, un appartement de mes parents, donc c'était un peu plus facile aussi, logistiquement. Et voilà, et il y avait cette idée de venir au pays, tu vois. Mais ça a commencé à quel âge? Je suis arrivée, j'avais 25 ans, tu vois, là j'en ai 41, je vais fêter mes 15 ans. 15 ans de présence à Madagascar. À partir du moment où tu es rentré dans le journalisme, directement, tu es allé revenir à Madagascar, c'est ça? Très rapidement. Très On va rapidement. dire au bout de 3 ans. J'ai commencé stagiaire à France 24, comme je disais, et puis après, j'ai évolué en tant que pigiste, c'est-à-dire que j'avais des contrats à durée déterminée. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis installée à Madagascar en tant que correspondante, donc. Et si tu devais définir un peu le journalisme ici à Madagascar? Le journalisme ici, c'est difficile, hein, c'est tellement vaste, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en 2 minutes, mais c'est un milieu difficile. C'est un métier où tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. C'est un métier quand même où il faut être passionné, parce que sinon tu t'en sors pas. Ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut avoir quand même un minimum de bagage intellectuel. Il ne faut pas compter ses heures. Tu vois, tu peux travailler le week-end. S'il y a un événement qui se passe le week-end, le samedi, le dimanche, tu dois être là. Tes articles, ils sont lus par le public, ils sont regardés. Donc tu fais ton métier aux yeux du public. Tu vois, donc tu es jugé, tu es en contact avec des gens pas toujours sympathiques, des puissants, des hommes et des femmes politiques. Donc ça demande une certaine force de caractère. Dans les faits, c'est un monde qui est dominé par les personnes riches. Ceux qui détiennent des médias aujourd'hui à Madagascar, des médias privés, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des hommes ou des femmes politiques. Donc le journaliste, il est très rapidement obligé de suivre la ligne éditoriale qui est dictée par le patron, qui a sa ligne, qui a son agenda. Donc c'est pas évident, et pas qu'à Madagascar d'ailleurs, en France aussi, la majorité des médias sont détenus par des milliardaires, par des capitaines d'industrie. Donc c'est difficile de respecter une certaine éthique et certaines valeurs qui sont la liberté, la quête de vérité, etc. Donc c'est un milieu difficile qui est dominé par des personnes puissantes et qui gravitent dans le monde politique, et du coup qui crée une certaine forme de précarité au sein de notre métier. Tu vois, précarité en termes de recherche, d'investigation, en termes de salaire, en termes de statut. Voilà, c'est globalement, je dirais, c'est comme ça que je définirais ce métier. Est-ce qu'au début, tu pensais devenir la personne que tu es aujourd'hui, donc faire des enquêtes très, très puissantes, je veux dire, entre guillemets? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était comment? Moi, j'étais pas du tout engagée. Je pense que quand tu commences ce métier, tu essaies juste de bien faire le boulot. Tu essayes de faire un reportage digne de ce nom. France 24 te demande « Allez, fais-nous un reportage d'1 minute 45 sur la cérémonie du 26 juin ». Tu essayes, tu fais tes interviews, ensuite tu écris ton commentaire que tu enregistres. C'est déjà dur de maîtriser
ce qu'on te demande. Donc au départ, j'essayais juste de ne pas être trop mauvaise. Et puis petit à petit, tu fais face à des situations d'extrême pauvreté. Tu comprends qu'en fait, derrière le vernis, la communication politique, il y a des magouilles, il y a du trafic de bois de rose. Moi, je suis arrivée pendant la transition de Raduel, donc tu te dis, mais en fait, là, je vois qu'entre ce qui est dit et la réalité, il y a un fossé énorme. Et petit à petit, tu vois l'impact que ça a sur la population. Tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ils payent le prix fort des mauvais agissements, des malversations, de la corruption des dirigeants. Et commence à arriver ta conscience politique, ta conscience citoyenne. Et l'engagement, il vient en fait à force de pratique sur le terrain. Tu vois, au départ, bon, moi je suis un peu naïve, j'arrive, je veux être journaliste, je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, dans les entretiens, quand on me demandait pourquoi je veux être journaliste, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi répondre. Il y a des écoles que j'ai ratées comme ça parce que j'étais vraiment nulle. Tu vois, dans les entretiens, c'est qui sont je sais pas, je regardais même pas le nom du journaliste. Quand je lisais un article, j'étais vraiment... j'avais pas de notion vraiment de ce que c'était d'être journaliste et d'être engagé. Donc c'est vraiment venu sur le tard, quoi, sur le terrain. Il y avait eu un déclic alors qui a mis cette transition de journaliste normal en engagé. Et est-ce que tu te souviens de ce moment précis? Je crois que c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au trafic de bois de rose. Je sais pas, peut-être que j'ai eu naturellement un besoin de justice. Tu vois, peut-être que c'est dans ma personnalité, cette détestation de l'injustice, cette empathie pour les gens pauvres qui souffrent. Voilà, peut-être qu'au fond, quand tu veux devenir journaliste, c'est peut-être parce que tu as une humanité, une forme d'humanité, d'empathie que je verbalisais pas, je savais pas. Mais je pense qu'il y a de ça, tu vois, c'est quelque chose de naturel chez moi et qui s'est matérialisé par ah tiens, là, il cache des choses, ah c'est politique, là, il me cache des choses, j'ai une plateforme, j'ai la possibilité de le dire, je vais utiliser cette plateforme, tu vois. Et à quel moment est-ce que tu as compris que ton travail, lui, il dérangeait les gens? Quand je parle de gens ici, Ouais, donc c'est les politiques. Alors, je te dis, les premières pressions, c'était au moment où je m'intéressais au trafic de bois de rose et qu'on commençait à comprendre à l'époque, dès 2012, que Mamra Vatmang était derrière. Donc ça a été les premières pressions dont je me souviens. Et puis, là où ça s'est vraiment corsé, ça a été au moment où le Covid est arrivé. Là où on voyait que la communication, elle commençait à vraiment se verrouiller, quand il fallait faire la promotion du Covid organique, du CVO, que moi, je remettais en question. C'est-à-dire que je disais, j'énonçais des choses factuelles. Hein. Je disais, il n'y a pas de preuve que ce remède guérit le Covid. Il n'y a pas de preuve. Donc là, ça a été beaucoup plus dur. Ça a commencé vraiment, vraiment en 2020. Puis 2021, la famine. Donc quand, je dirais, oui, durant le mandat de Radziwiłł 2018-2023, là, c'était un peu compliqué. Et c'était quel genre de menaces que tu recevais? Les menaces, elles ne sont pas directes. Il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle, qui te dit « ouais, on va te trancher la gorge, on va te retrouver devant chez toi ». Non, ça se passe pas comme ça. On n'est pas à ce point-là, madame. Ouais, même si Madagascar, c'est un peu un film. Hein. J'ai toujours l'impression de vivre dans un film au quotidien, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces appels. Mais ça va être déjà l'hostilité que tu ressens quand tu te déplaces, par exemple, pour couvrir l'inauguration, typiquement, de Pharmalagas à l'époque. Donc cette usine pharmaceutique qui était destinée à produire du CVO à l'époque en gélules. Donc je viens pour l'inauguration et je sens qu'autour de moi, les proches du président Radziwiłł, les députés, etc., sont hostiles. Je ne suis pas la bienvenue, on ne m'aime pas, tu vois. Donc c'est compliqué. Tu te fais pas d'amis, en fait. Je disais ça récemment. Quand tu veux garder une certaine éthique, quand tu veux être fidèle à tes valeurs, ça ne rapporte rien. Rien. Ça ne te rapporte pas d'amis, ça ne te rapporte pas d'argent. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens mettent leur éthique de côté, mettent leurs valeurs de côté pour regarder, comment dire,
pour rester en bon terme avec les autres, pour éviter les malaises. C'est pas facile en fait quand personne te donne d'interview, quand tu as les portes fermées, tu appelles pour avoir des interviews, on te répond même pas ou on te dit non. Quand la direction des chaînes pour qui tu travailles à Paris reçoit des lettres demandant ton remplacement, disant que tu es nuisible, c'était des mails, c'était des lettres. Demandant mon remplacement, disant que j'incitais à la haine du gouvernement. Tu vois, donc c'est tout un tas de choses autour de toi qui te font comprendre que tu n'es pas la bienvenue et c'est mieux que tu arrêtes. Est-ce que le fait que tu sois une femme a rendu ça encore plus difficile ou au contraire c'est une force pour toi? C'est une difficulté supplémentaire. Parce que quand tu enquêtes sur des choses délicates et que tu es dans un environnement hostile, quand tu es une femme, c'est beaucoup plus dangereux. Tu vois, ça veut dire que si je vis seule, je suis beaucoup plus exposée à des représailles, tu vois, à un certain danger. C'est beaucoup plus difficile pour une femme. Un garçon, un homme peut se défendre physiquement. Mais moi, c'est un peu plus dur. Il y a eu quand même une période où j'étais prise en filature, où il y avait des scooters qui me suivaient. Donc, c'était physique, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu es obligé d'être accompagné. Moi, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, en fait, ça veut dire que je ne peux pas être une journaliste d'investigation et vivre seule, tu vois. C'est plus dur quand tu es une fille. Pourquoi ? Parce que tu peux être regardée un peu de... Tu peux être moins prise au sérieux, par exemple. Et tu peux être beaucoup plus harcelée. Moi, j'ai vécu du cyberharcèlement à grande échelle, c'est-à-dire qu'il y avait tout Facebook qui s'acharnait contre moi. C'était des posts, des mèmes, vraiment tout un tas de trucs. J'étais submergée de haters. Et donc, ça attaque mon physique. On s'en prend beaucoup plus facilement au physique, à mon physique, parce que je suis une femme. Tu vois. Et donc oui, ça, c'est une difficulté supplémentaire quand tu es une femme, parce qu'on va te juger sur est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es belle, est-ce que tu es grosse, est-ce que tu es mince, etc. Et ça va impacter, ça va forcément impacter ton moral, puisque moi, je suis une journaliste télé, donc je m'affiche à l'antenne, tu vois. Et donc oui, les jugements, les critiques, elles vont parfois être moins sur le fond, mais sur à quoi je ressemble. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est une violence de genre. Comment tu as trouvé la solution pour faire face à toutes ces péripéties? Les attaques, par exemple, le cyberharcèlement, c'était notamment en 2021 quand j'ai dénoncé, j'ai montré que des populations à Tanjouï mangeaient des chutes de cuir, donc pour survivre à la famine. Donc c'était un déferlement de haine, de critiques. Voilà, globalement, t'es pas malgache, rentre chez toi, t'es pas patriote, tu dis que du mal du pays, de toute façon, tu veux briller sur la famine, et elle est moche, et elle est ci, et elle est ça. Et en fait, tu sais pas comment faire, puisque c'est pas quelque chose auquel tu as été formé. Personne ne m'a dit, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux. On m'a jamais dit, bon bah voilà, si tu es cyberharcelé, si tu as des commentaires de haters sur les réseaux, voilà comment tu dois réagir. On m'a pas formé à ça. Donc je me suis pris cette vague dans la figure en essayant d'être plus forte. En fait, c'était juste, bon bah, allez Gaëlle, c'est pas grave, tu sais très bien ce que tu as vu dans l'Android, tu sais que ce que tu as vu c'est vrai, il faut que tu gardes le cap. Donc tu as une obligation d'être forte, de surmonter les critiques, passer outre. Tu les vois, hein, bien sûr, je lisais les commentaires, etc. On peut pas, c'est très difficile de les ignorer. C'est très difficile. Je les ignore de plus en plus, mais c'est vrai qu'au départ, quand ça t'arrive, tu les lis. En plus, les gens te les envoient. Tu vois, il y a cette espèce de comportement aussi un peu toxique où les gens te disent « Tiens, regarde Gaëlle, ce qu'on dit sur toi. » Les gens de ton entourage, tu veux dire. Les gens de l'entourage, Ouais. les amis, des connaissances, un peu tout le monde, tu vois. Parfois, ça peut juste être des amis Facebook, tu vois, qui t'envoient, qui te partagent sur Messenger. Regarde, là, il y a un post sur toi. C'est comme une rafale qui déboule sur toi et tu maintiens. Et après, tu te rends compte, avec le recul, qu'il y a des séquelles,
que ça t'a atteinte, que c'est pas rien en fait, que le cyberharcèlement, c'est une forme de violence qui peut être aussi forte qu'une violence physique, tu vois. Et c'est avec le recul que tu te rends compte de la gravité de ce que tu as vécu. Donc après, j'ai été soutenue, j'ai été invitée dans des conférences internationales, dans des ateliers avec des activistes, avec des journalistes engagés, où j'ai appris à protéger ma santé mentale, à mettre des mots sur ce que je vivais, que c'était vraiment du cyberharcèlement, que c'était pas normal, que je pouvais être fragile par rapport à ça et que c'était OK, en fait, que je devais pas me sentir faible, tu vois, ou diminuer ma valeur à cause de ça. Donc ça a été un cheminement, tu vois, avec de l'aide et avec du recul, avec plusieurs années. Et est-ce que tu as déjà choisi d'éviter de publier certaines informations, justement pour éviter quelconque représailles ou d'envenimer la situation? Non, 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 jamais, je me suis jamais empêchée de diffuser une information par peur des représailles, par peur qu'il m'arrive quelque chose personnellement. J'ai décidé de ne pas fonctionner par la peur. Sinon, tu peux pas faire ce métier, en fait, pour moi. Donc, l'envie de dénoncer est plus forte que la peur chez moi. Et deux, il y a une contradiction dans ce que je vais dire. La peur fait un peu partie du métier. Quand tu es journaliste, tu testes certaines limites. Tu sais que tu vas diffuser une information délicate qui risque de te causer du tort, des problèmes, mais tu le fais quand même. Il y a une forme d'adrénaline dans notre métier dont je suis consciente et que je t'avoue là, c'est que moi, j'aime bien tester certaines limites et aller vers des reportages, vers des sujets qui vont déranger, qui vont dénoncer. Moi, j'aime ça, tu vois. J'aime moins les reportages qui sont un peu gentils, qui vont vexer personne. Tu vois, je dis que quand tu déranges quelqu'un, c'est que tu fais bien ton métier. Tu vois, si j'embête des gens là, si je fais grincer des dents, c'est que je suis sur la bonne voie. Tu vois, c'est comme ça que je réfléchis. En revanche, si les informations que je diffuse risquent de mettre en péril la vie d'autrui, risquent de causer des représailles à mes sources, là non, là c'est là la limite. C'est de préserver la confidentialité, la vie et la protection de mes sources, de mes informateurs. Mais justement, comment ça marche ce monde? Toi, comment tu trouves ces gens-là, ces informateurs, et surtout comment tu fais en sorte pour protéger ta sécurité et celle de tes sources? Parce qu'au final, les sources, c'est quelqu'un qui fréquente le milieu. Tu ne deviens pas journaliste d'investigation dès tes débuts. Tu évolues, tu t'installes dans un pays, les gens petit à petit te font confiance, voient tes reportages. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années, les gens se sont dit peut-être « Ah, ces reportages sont de bonne qualité, elle, on peut lui faire confiance ». Et à chaque fois que je m'exprime dans des conférences ou auprès de gens, je leur dis « Mais faites-nous confiance ». Informer les journalistes. Nous, on ne peut pas diffuser des reportages, on ne peut pas dénoncer sans votre aide. En fait, c'est une collaboration, c'est un travail en bonne intelligence entre des citoyens engagés, des lanceurs d'alerte et nous, journalistes. Moi, je suis en première ligne. Je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Oui, Gaëlle, on te soutient », notamment pendant la dérive autoritaire d'Andrazwil. On me disait souvent « Oui, on te soutient, mais on le fait dans l'ombre, on est fonctionnaire, on a des enfants, on a peur. » Je dis « Ok, je comprends, moi je juge personne. Mais faites-moi confiance, donnez-moi les informations et moi je les diffuserai, je creuserai et je ferai en sorte qu'on arrive à une enquête aboutie et je vous garantis la confidentialité des sources. Moi, je suis là pour être en première ligne et pour exposer mon visage, mais vous pouvez rester en coulisses, en retrait. Donc c'est comme ça que je travaille en fait. Quand j'ai révélé que l'avion qui transportait les 73 kilos d'or fin 2020, donc ces fameux avions qui est allé en Afrique du Sud et qui transportaient 73 kilos d'or, et donc les transporteurs ont été arrêtés donc à Johannesburg. J'ai révélé que l'avion avait bien eu les autorisations. Il avait été fouillé. Les douaniers étaient là. Il y avait la police de l'air et des frontières. Comment j'ai pu avoir cette info ?
Moi, j'étais pas là quand l'avion il a été fouillé, quand l'avion a obtenu les autorisations. C'est parce qu'un citoyen engagé, qui avait envie que la vérité émerge, m'a informé et m'a donné les preuves. Tu vois? Donc moi, j'ai besoin des gens pour travailler. Je peux pas agir seule. Si tu travailles dans une entreprise et que tu es témoin d'une agression, d'un harcèlement moral, sexuel, que sais-je, moi, je ne peux pas le savoir. Je ne travaille pas dans ton entreprise. Tu vois, donc c'est toi le lanceur d'alerte qui va prévenir le journaliste. C'est comme ça que les infos, petit à petit, émergent et que le citoyen peut être informé. Parce que c'est ça la finalité, c'est le droit à l'information, c'est le droit de savoir que font les dirigeants avec votre argent public. Est-ce que les entreprises suivent la loi, suivent le code du travail? Est-ce que l'Assemblée nationale fait correctement son travail? Est-ce que les députés respectent certaines règles, etc. Donc, c'est ça que le citoyen a le droit de savoir. Parce que c'est son argent, in fine, qui sert à faire fonctionner le système démocratique, l'administration, etc. Et donc, c'est lui, in fine, qui va être victime si on a un dirigeant autoritaire, s'il y a des détournements de deniers publics. C'est nous, en fin de compte, qui seront victimes, qui auront des services publics défaillants, qui auront des routes défaillantes. Et c'est ça qui se passe à Madagascar. C'est que les devoirs régaliens, c'est-à-dire nos droits, le droit d'avoir accès à la santé, le droit d'avoir des routes décentes, le droit d'avoir une éducation correcte, n'est pas satisfait. Les droits régaliens des citoyens malagasy ne sont pas satisfaits. C'est pour ça qu'il y a eu la révolution Gen Z. C'est qu'il n'y a pas le minimum. Je suis allée récemment dans des résidences universitaires d'Incats. J'ai cru que j'allais vomir, alors que j'avais déjà fait des reportages à Wundwurm. C'est scandaleux, les conditions de vie de ces étudiants d'Incats. Je veux dire, je comprends qu'ils en soient arrivés à un point où ils sont descendus dans la rue, où ils étaient prêts à affronter des gendarmes dans des blindés, parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont à vomir, qui sont scandaleuses. Et c'est ça qu'à travers mon métier, j'essaie de dénoncer. Et oui, et c'est ça que je veux, en tout cas, montrer dans mes reportages. C'est ce genre d'information que je veux offrir aux téléspectateurs. Et est-ce qu'il t'arrive des moments où tu as le cafard, que tu n'as plus envie de continuer? Et qu'est-ce que tu fais lors de ces moments-là? Comment tu retrouves la force? Tous les jours, moi, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours. En fait, c'est tellement dur. J'ai un rôle de correspondante donc pour les médias internationaux et je le fais seule. La plupart des correspondants dans le monde, ils travaillent de chez eux. Pour ceux qui sont les plus chanceux, ils ont un bureau, mais on est seul dans le pays. Quand tu travailles pour l'Express de Madagascar, tu vas au bureau. Tu as des collègues, tu peux avoir une forme de soutien. Mais moi, les rédactions pour lesquelles je travaille, elles sont loin. Tu vois, elles sont principalement à Paris. Donc oui, c'est un métier solitaire. Donc du coup, ça, c'est un poids. Tu n'as pas que des soutiens. Tu vois, comme je disais, j'ai été cyberharcelée, je reçois j'évolue dans un milieu un peu hostile, émanant des dirigeants. Et donc parfois, oui, je te cache pas que oui, je me retrouve chez moi, je me mets à pleurer parce que je suis face à des gens en détresse. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Messenger et qui me disent « Gaëlle, est-ce que tu peux m'aider? Là, j'ai été victime d'un vol de terrain. Là, j'ai été victime d'une bavure des gendarmes. On a un problème avec la justice. On a ci, on a ça. » Je suis devenue le bureau des pleurs. Ça, les gens ne le voient pas. Mais en fait, moi, je suis confrontée à toute la misère de la société malagasy et je ne peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je ne suis pas avocate. Comment veux-tu que quelqu'un qui est pris dans une affaire d'accaparement de terre, etc., c'est des problèmes tellement complexes. Je ne peux rien faire. Je couvre la famine. Je suis face à des enfants qui sont quasiment en train de mourir, des gens qui n'ont plus rien. Tu vois, on est constamment face à une misère qui te submerge, qui est vraiment désespérante. Et ça me fait mal, en fait, parce que être journaliste, c'est aussi c'est avoir, comme je le disais, c'est avoir un désir de justice, avoir envie que les gens aient une vie décente.
Donc c'est pour ça que je dénonce et que je montre la misère des gens. Et ça me fait mal, oui. Donc moi, humainement, je suis atteinte, vraiment, vraiment atteinte par ces 15 ans à Madagascar. Ça m'a blessée, ça m'a traumatisée. Oui, je suis quelqu'un qui est un peu détruite par tout ce que j'ai vu ici, vraiment. Voilà, je veux pas faire déprimer les gens, euh, mais oui, ça abîme ma santé mentale et j'ai beaucoup de mal à, à me sortir de ça. Oui, j'essaye voilà, de temps en temps, je vois un psychologue, mais en fait, je laisse tomber parce que je laisse tomber, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc du coup, tu vois, tu dois en fait te créer une carapace mentale pour pouvoir continuer. Et ça, c'est dur. Je veux m'arrêter juste une seconde. Gaëlle vient de nous parler de ce en quoi elle croit vraiment, de ce qu'elle défend, même quand c'est difficile, même quand personne ne la soutient. Et ça me touche. Parce que c'est comme ça que je vois les choses aussi. Alors laissez-moi vous parler de quelque chose en quoi je crois, de Dogs & Co, qui est le sponsor de cet épisode. Si vous avez un chien ou un chat à Madagascar, vous savez ce que c'est. Trouver les bons chiens à acheter ou à adopter, c'est difficile. Trouver les bons produits, c'est difficile. Trouver des gens qui aiment vraiment les animaux autant que vous et qui s'occupent de vos chiens, de vos chats, c'est presque impossible. Un seul endroit. Les bons conseils, les bons soins. Moi-même, je suis actionnaire de Dogs & Co. Remplissez le formulaire en attaché pour toute question relative aux animaux de compagnie et gagnez jusqu'à plus de 20% sur tous les services avec le code promo OUCH. L'équipe Dogs & Co vous recontacte personnellement. Tu penses pouvoir continuer comme ça pendant combien de temps encore? Très bonne question, je sais pas. C'est très dur pour moi de lâcher. J'ai tellement donné pour ce métier, je me suis tellement sacrifiée et j'ai eu la reconnaissance donc des gens. Je me sens utile et j'ai peur de quitter le navire. J'ai l'impression que si j'arrête le journalisme, que vont devenir les gens? Enfin, tu vois, j'ai un peu ce syndrome peut-être du sauveur ou je sais pas, je me dis mais si j'arrête, en fait, qui je suis? C'est quoi mon identité? Puisqu'on me connaît à travers ça, à travers mes reportages, à travers le fait que je sois journaliste. Qui je peux être d'autre? Est-ce que je peux exister autrement? Je sais pas. Il faut que j'apprenne. En fait, peut-être qu'il faut que j'apprenne que en fait, tout ne doit pas reposer sur moi, que tout n'est pas, que voilà, je ne peux pas sauver le monde. Voilà. Et c'est très dur parce que tu t'accroches à quelque chose comme si tu allais pouvoir sauver des gens, comme si tout allait changer grâce à toi peut-être, ou que tu peux faire changer, oui, que tu peux avoir un impact. Et en fait, parfois, pas tant que ça. Tu vois? Moi, j'avais révélé il y a quelques années que le système informatique des douanes était piraté volontairement. Qu'en fait, ils piratent le système informatique des douanes pour détourner de l'argent public. Parce que c'est ça la finalité. Et le directeur général des douanes est resté en poste. Donc il y a des moments où tu te dis, mais en fait, mais ça sert à quoi ce que je fais? Mais vous regardez les reportages, où vous voyez ce que je dénonce. Bon, il y a eu des moments, bien sûr, où il y a eu un impact, il y a eu un vrai changement. Quand j'ai montré l'incompétence et l'arrogance de la personne qui était la directrice de la veille sanitaire et épidémiologique donc, du ministère de la Santé. Donc c'était au moment des soupçons de botulisme. Et donc j'interviewe cette dame qui est en première ligne, c'est-à-dire que c'est elle qui va gérer si ce pays fait face à une épidémie. Mais une dame qui en fait, ne souhaitait pas savoir ce qui avait, dans les détails, ce qui avait causé la mort de ces personnes-là à Mbouy-Malaz, de ce fameux anniversaire mortel, tu as suivi, Oui. j'imagine. Donc, elle ne souhaitait pas savoir en détail quel était le soi-disant poison qui avait tué ces gens. Elle nous prenait de haut, elle était d'une arrogance incroyable. Et quand j'ai fait le montage, je me suis dit, mais il faut que je le montre aux gens. En fait, cette personne, et comment elle se permet de nous recevoir comme ça, alors on est en deuil, il y a une trentaine de personnes qui sont décédées. Je me suis dit, ok, Gaëlle, ton rôle, c'est de rapporter. On fait du reportage. Je vais rapporter aux gens quel comportement a eu cette femme. Et c'était la réalité. J'ai rapporté la réalité du comportement de cette dame et les gens l'ont vue. Et elle a été après limogée. Tu vois, donc parfois il y a un impact, parfois il n'y en a pas. Et c'est vrai que
Oui, tu peux pas tout faire et je me dis, va peut-être falloir penser à passer le flambeau. À changer de carrière? Ou peut-être laisser d'autres personnes faire ce que j'ai fait. Tu vois, peut-être, oui, ça fait 15 ans, maintenant je me dis, bon, est-ce que je peux pas apporter autre chose différemment? Est-ce que je peux pas enseigner le journalisme? Est-ce que, il y a peut-être d'autres, oui, d'autres carrières qui m'attendent, même si j'aime toujours, hein, j'aime toujours ce métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, vraiment. Et j'imagine que tout ça t'a ramené à l'international. Déjà, tu es très exposé, mais à un moment, tu es allé même au New York Times. Oui, 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 en fait, j'ai eu l'occasion, la chance incroyable de bosser pour le plus grand journal, au monde. Moi, j'estime que c'est voilà, c'est le journal le plus prestigieux au monde. C'était dans le cadre d'une enquête. On m'a demandé de collaborer, avec un journaliste américain sur l'ingérence des Russes dans la présidentielle de 2018. L'élection qui a vu Indra Zouil gagner. Et lors de de la campagne, il y a des dizaines de Russes qui se sont installés à Madagascar, qui avaient un QG, qui ont commencé à approcher des candidats discrètement, leur proposer de l'aide, de l'argent. On va vous aider, on est des experts en élection, on peut payer vos affiches électorales, on peut payer des reportages pour vous, on peut faire ci. Donc ils ont petit à petit commencé à tisser leur toile auprès de plusieurs candidats et ils ont carrément infiltré des campagnes pour contribuer à la victoire du président, si tu veux. L'idée, c'était que plus ils soutiennent de candidats, plus ils ont de chances d'être les architectes de la victoire du président. Tu vois, donc c'était leur objectif pour après, évidemment, collaborer avec lui, avoir un retour sur investissement, etc. Et donc, j'ai enquêté avec le New York Times là-dessus. C'était une des plus grandes enquêtes que j'ai jamais faites. Et surtout que c'était la première fois que ça arrivait, que des équipes étrangères viennent, s'installent avec un vrai budget, une vraie méthode pour influer sur une élection. Donc c'est comme ça que j'ai bossé avec le New York Times et qu'on a eu ce fameux prix Pulitzer, donc toute l'équipe du New York Times. Donc c'était le prix Pulitzer. Voilà, donc en gros, on a été lauréat. En fait, c'est un prix qui récompense plusieurs disciplines, donc littérature, musique, journalisme. Et on a eu le prix dans la catégorie International Reporting, donc reportage international. C'était une série de 6 articles sur l'ingérence russe à travers le monde. Et parmi ces 6 articles, il y en a un que j'ai coécrit. Voilà, c'était l'article sur Madagascar. Donc j'ai fait partie de l'équipe lauréate, si tu veux. Donc c'était quelque chose de vertigineux, de fabuleux, tu vois, de te retrouver dans comment dire, dans le staff d'un journal de grande qualité, avec un enquêteur, enfin le journaliste américain avec qui j'ai travaillé, qui est vraiment excellent. Et puis j'ai pu faire mes preuves, j'ai pu enquêter, j'ai pu montrer de quoi j'étais capable. Et les Américains, en fait, enfin, j'ai remarqué que quand tu travailles avec des Anglo-Saxons, quand tu es doué, quand tu es bon, quand tu as vraiment, vraiment bossé, tu es récompensé, tu as la reconnaissance. Tu vois, et donc c'est ce que j'ai eu. Et dans ce monde-là, dans le monde du journalisme, la reconnaissance, c'est quoi exactement? Est-ce que tu le vis au quotidien? La reconnaissance, c'est les gens, en fait. Moi, au fond, j'ai compris que je faisais ce travail pour les autres, pour que mes reportages soient vus. Ça me vexe quand les reportages n'ont pas beaucoup de vues. Ça me vexe. Je ne le prends pas pour moi personnellement, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Si j'ai pas fait mouche, si j'ai pas donné envie aux gens de regarder le reportage, c'est qu'il y a un échec quelque part. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et oui, c'est la reconnaissance des gens, c'est tous les messages que j'ai reçus, les gens qui m'ont dit que je disais tout haut ce que les gens pensaient tout bas, qui m'ont dit que j'étais comme un héros pour eux parce que j'étais une voix. Donc j'ai mesuré la responsabilité que j'avais. Tu vois, quand les gens te disent « mais t'es un héros pour nous, on t'admire, on a envie de devenir comme toi, ça nous inspire, ça m'oblige ». Je me dis « mais waouh, j'ai une responsabilité, j'ai un rôle qui est immense ». En fait, la responsabilité des journalistes, elle est monumentale. Et même si parfois j'avais l'impression de prêcher dans le désert, je me disais « mais franchement, en fait, je fais des reportages, ça change rien. La dictature, elle est de plus en plus, elle s'installe de plus en plus, et les gens sont emprisonnés, et les activistes ont des représailles, et ci et ça. »
Et moi, je peux de moins en moins travailler. J'ai plus d'interviews. On me bloque toutes les portes, etc. Je dis, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'au 25 septembre 2025. Le 25 septembre 2025. Et où, en fait, la parole se libère, où, en fait, toutes les frustrations accumulées sortent, et où je peux enfin tendre mon micro à des gens qui s'expriment sincèrement et qui ne compriment plus leur frustration, leur colère, etc. Et où en fait je me retrouve dans la rue et les gens, les manifestants, ils m'applaudissent. Alors ça a été pour moi des moments hyper émouvants et un peu de consécration. Je me suis dit, mais en fait les gens, ils regardaient mes reportages. En fait, ils saluent ce que j'ai fait. Tu vois, c'est vraiment des moments mais qui sont gravés, tu vois, dans ma mémoire. Tu arrives sur le terrain et les gens sont heureux que tu sois là. Oui, ça, c'est vraiment la plus grande consécration. C'est pas les prix, c'est pas la notoriété. Oui, ça aide. Tu te dis, au moins, on reconnaît mon travail à travers des prix, etc. Mais c'est pas ce qui te fait tenir. C'est pas possible de tenir sur des prix et même sur la reconnaissance des gens. Ça aide, mais c'est tellement dur et en fait, tu dois être performant sur la durée que c'est intérieur. C'est ta flamme, c'est ta force intérieure qui fait que tu continues. Parce que les félicitations, bravo Gaëlle, t'es génial, on t'admire, on t'adore, oui, ça aide, mais ça n'a qu'un temps. Tu vois, à la fin, c'est tes valeurs, ton désir de justice, ton désir de bien faire qui prime. Est-ce qu'on a d'autres journalistes d'investigation à Madagascar? Vraiment des gens qui Bien qui sûr. sortent du lot? Ouais, bien sûr, il y en a. Il y a le collectif Maln, c'est un réseau, c'est Malina pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est un réseau de journalistes d'investigation malagasy et ils publient des enquêtes de très bonne qualité. Il y a une revue, alors je ne sais pas si elle existe toujours, elle était publiée plusieurs fois par an. Elle était financée elle est peut-être encore financée par l'UNESCO. Ça s'appelle Tandjaka. Trandraka, Tandjaka, et qui, pareil, publiait des enquêtes. Il y a Transparency International qui dénonce des choses. Donc, il y a des gens, il y a la société civile qui est là, qui alerte. Les Malgaches agissent. Ils ne laissent pas comme ça un blanc-seing au pouvoir. C'est pas vrai. Et on l'a vu le 25 septembre. Les gens se sont mobilisés dans la rue. Ils sont conscients des injustices qu'ils subissent. Ils sont conscients de cette mafia qui les dirigeait. Avec le symbole, c'était vraiment Mamrvatmang, mais il y en a d'autres. Et donc, les gens ne sont pas dupes, ils font un boulot. J'ai eu peut-être un peu plus de visibilité parce que mes reportages sont vus à l'international et que je représente des médias internationaux. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à parler. Et je les trouve même bien plus courageux que moi. Puisque moi, souvent, on me dit « Ah oui, mais toi, tu es franco-malgache. Tu vois, si le vent tourne, si tu as des problèmes, tu peux peut-être partir. » Effectivement, j'ai le soutien de chaînes internationales. J'ai un statut un peu à part qui fait que peut-être on ose moins s'attaquer à moi. Donc j'ai beaucoup plus de respect pour des représentants de la société civile, pour Transparency International, pour le réseau MAL, parce qu'eux, ils sont ici. Et eux, les représailles, elles peuvent être beaucoup plus graves pour eux. Et ils n'auront peut-être pas une porte de sortie, de quitter le pays, par exemple. Donc voilà. Donc vraiment, moi, je veux ici dire tout sauf mépriser le travail des journalistes malagasy. C'est très dur d'être journaliste. Ils doivent suivre l'actualité. C'est complexe. La politique malgache, c'est vraiment un panier de crabes. C'est une galère vraiment de suivre l'actualité malagasy. Est-ce que tu peux nous donner un message pour les gens qui voudraient réussir dans le journalisme, que ce soit d'investigation ou dans le journalisme classique, et comment ils devraient s'y prendre? Partout où je parle, je déconseille de faire ce boulot. Je déconseille parce que c'est très dur, parce que, comme je te disais, c'est solitaire, c'est ingrat, ça demande des heures, des semaines, des années de boulot. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie de devenir journaliste, il faut vraiment être passionné. Si tu n'as pas ça dans tes tripes, si tu n'es pas passionné du lundi au lundi, du 365 jours par an, que tu n'arrêtes jamais d'être journaliste, alors vas-y, c'est le métier le plus beau du monde. Mais si tu n'es pas sûr, si tu hésites,
n'y va vraiment pas, parce que tu vas te faire massacrer. Ne soyez pas conformiste, c'est-à-dire pour moi, il faut remettre en question l'ordre établi, la société dans laquelle tu vis, parce que beaucoup de journalistes vont rapidement servir la soupe aux puissants, tu vois. Ils vont être là, pantouflés. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon petit job chez je ne sais où, faire mes petits reportages, tranquille. Pour moi, c'est pas un boulot de pantouflard. Si tu veux, que ce monde reste comme il est, mais fais pas journaliste. Tu vois, moi, dans l'idée que j'ai de ce métier, c'est de changer des choses, c'est de profondément changer la société. Je suis complètement en accord avec la Gen Z qui veut un changement radical de la société. Tu vois, pour moi, le journalisme, c'est lié à ça. Donc, si tu fais un journalisme de salon qui va aller servir la soupe à tel ministre, lui poser des questions tranquilles, n'emmerder personne, et ne fais pas ce boulot. Voilà, tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal avec les journalistes qui deviennent politiques. Ah bah ça y est, voilà, bon, il y a un ministre actuel qui va pas aimer ce que je vais dire, puisqu'il est devenu ministre de la communication, mais moi, franchement, tu peux enregistrer la date et l'heure à laquelle je parle, je ne serai jamais politique, jamais. Et ça me gêne, ça veut dire que du coup, tu as réussi à avoir une certaine notoriété dans le journalisme, je parle de Huntina Real, d'autres, hein, et en fait, après, bah, tu as accès à un poste peut-être plus prestigieux, et tu y vas, et tu pantoufles, et tu deviens dans le système. Moi, ça me dérange. Moi, je considère qu'un journaliste doit être anti-système, quelque part. Je suis peut-être radicale, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vais te poser 2 questions qui ont été posées par nos précédents invités. Donc la première question, c'est est-ce que Madagascar va s'en sortir? Franchement, si je pensais que le pays pouvait pas s'en sortir, ne peut pas s'en sortir, j'arrêterais. Tu peux pas continuer à faire ce que tu fais. Toi, tu fais ce super podcast Out, tu as envie de changer les mentalités. Moi, je suis journaliste, j'essaye d'inculquer une forme de journalisme, un peu d'excellence, de qualité, etc. Sans prétention, hein, à mon échelle. On ne ferait pas ce qu'on fait si on n'avait pas cet espoir-là, qu'un jour, ça aille un peu mieux. Mais je n'ai pas la prétention de te dire comment ça peut changer. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, alors, les conversations tananariviennes commencent toujours par « le problème à Madagascar ». À chaque fois que je parle avec quelqu'un, il va me dire « quel est le problème à Madagascar et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Le problème à Madagascar, et j'ai envie de couper la conversation à chaque fois que j'entends ça. Tu vois, parce qu'on a tous on sait tous comment faire, on sait tous mieux que nous, on sait ça, le problème, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et pourquoi ça évolue pas depuis 60 ans? Pourquoi on n'a toujours pas d'électricité 24 heures sur 24? Et c'est hallucinant, hallucinant, en fait. De quoi on est fier, en fait, dans ce pays? Alors qu'on n'a pas des choses basiques. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me dit, bah, lui, quand il va à l'étranger, il a du mal à dire pourquoi il est fier d'être malgache. C'est grave quand même. C'est vraiment inquiétant parce qu'on n'a pas de réalisation particulière. Peut-être un entrepreneur, un capitaine d'industrie qui a une notoriété internationale. On n'a pas, tu vois, quelque chose qui pourrait valoriser le pays ailleurs. On ne fait pas la promotion de notre culture à l'international. Les artistes, pour moi, parmi les artistes les plus talentueux, il y en a qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Est-ce normal? Est-ce normal d'attendre un incubateur financé par le ministère des Affaires étrangères français pour faire la promotion de la culture malagasse? Si tu devais conseiller un peu... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le pays change? Comment on fait? Par où on commence? Voilà. Moi, ma réponse à moi serait l'éducation. Ouais, c'est une très bonne base. C'est une très bonne base. Mais voilà, moi, je suis pas politique. Je suis pas décideur politique. C'est pas moi qui crée des programmes de développement, je sais pas, Fisandra Tana 2030 ou tu vois, IEM ou je sais pas quoi. Tu vois, moi, c'est pas mon job. Mais moi, en tout cas, j'essaie à mon échelle, je sais pas, de juste rester fidèle à mes valeurs, de suivre une certaine éthique dans le journalisme, de respecter les gens, de respecter le métier. Je fais des petits trucs. Rien que de ne pas voler ton prochain,
de ne pas d'avoir un comportement citoyen, un minimum modèle, tu vois, de pas salir, pas jeter c'est des petits trucs, tu vois, qui pour moi, en fait, ont du sens. En fait, je me dis, si moi, je me comporte bien au quotidien, si je suis correcte avec les gens, polie, etc., bah, je peux peut-être, tu vois, instiller quelque chose chez quelqu'un. Il va se dire: «Ah mais elle se comporte bien, elle est gentille, elle est respectueuse, son travail, il est bon. Ah, j'ai vu son reportage, elle, c'était bien». Là, je pense que je peux peut-être, initier un début de changement chez quelqu'un, tu vois? Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Je me dis peut-être que plus tard, les gens se diront: «Ah ouais, cette fille-là, elle était correcte. Ah ouais, on se souvient de cette elle travaillait bien». Tu vois? C'est ça que c'est plutôt la trace que chacun peut laisser, pour son prochain ou pour la personne à côté. Tu vois? C'est plus ça, moi, que je le vois plutôt à mon échelle, mais je le vois pas à un niveau global, hein. J'ai plus de mal. Et la dernière question que tu as posée, Jocelyne, qui était l'invitée précédente, c'était: est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Non, bah, non. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur petit salaire, leur petit confort, ils travaillent ils sont fonctionnaires ou ils travaillent dans une entreprise et ils veulent pas plus et je peux comprendre. Il y a des gens qui ont juste envie de travailler, du lundi au vendredi, 8h-16h, à 15h50, allez hop, je vais au bus, je vais, je sais pas, peut-être profiter de ma famille, et ils ont peut-être pas tort, tu Toi, tu vois? as envie d'entreprendre dans ce domaine-là aussi? Moi, je suis pas douée pour l'entrepreneuriat. J'ai une société, hein, j'ai une société de production audiovisuelle, je facture des prestations de vidéos, mais je suis pas très douée. Je suis pas très douée pour faire grandir la société, tu vois? Je reste à un niveau, je stagne, tu vois? Je pourrais, par exemple, investir dans du matériel vidéo, agrandir, essayer peut-être de m'étendre dans l'océan Indien, mais je le fais pas. Donc moi, je suis plutôt littéraire, tu vois? Ouais, tout le monde n'est pas fait pour ça et tant mieux. Parce que si tout le monde était entrepreneur, enfin, il y aurait pas d'employés, enfin, tu vois? Et puis il y a des gens qui ont ce rôle-là de leader, et puis parfois, enfin, franchement, je trouve que ceux qui dirigent des entreprises, ils ont un peu un ils vont pas ça va pas plaire aux gens que tu invites ici, mais ils ont une tendance un peu psychopathe, je trouve. Tu C'est-à-dire? vois? C'est-à-dire qu'il faut parfois mettre l'empathie de côté, parce que tu dois licencier quelqu'un, parce que tu dois prendre des décisions, qui vont pas être favorables à la plupart de tes employés, il faut naviguer avec le monde politique. Tu vois? Il y a des choses que tu dois faire, qui sont, comment dire? Qui peuvent parfois être en contradiction avec, des valeurs de transparence, des valeurs humaines et cetera. Enfin, moi, souvent, je trouve que, ça se sait qu'il y a beaucoup de quand tu accèdes à des postes de haut niveau, c'est pas des gens, qui sont toujours très appréciés, c'est des gens souvent toxiques, des harceleurs, enfin, on le sait, désolé, moi, je dis ce que les gens peut-être vont pas dire, mais, il y a combien d'affaires avec des managers, qui harcèlent moralement, sexuellement, attention, hein. Moi, c'est pour ça que Toi, tu préfères éviter. bah, je vois que les personnalités qui arrivent à des hauts niveaux, même politiques, hein, même politiques, on le voit avec Trump, on le voit avec certains dirigeants, je pense qu'il faudrait faire un profil psychologique des gens qui dirigent soit des sociétés, soit des pays, et on serait surpris de voir que il y a beaucoup de sociopathes et de psychopathes, je pense, hein, mais bon, c'est au doigt mouillé. C'est une réflexion au doigt mouillé. Je pense qu'on a vécu ça, il y a pas si longtemps au pays. Ouais, mais pas qu'hier, hein, c'est de tout temps. Donc voilà. Ouais, tu peux me poser une question aussi relative à Roach ou bien, à toute question que tu veux me poser? Est-ce qu'en animant un podcast, tu te sens journaliste? Là, aujourd'hui, pas en Tu tant te que sens quoi journaliste, alors? je ne me sens pas comme journaliste, je suis plus le gars qui veut découvrir. Je sens que je suis quand même une personne très privilégiée parce que j'ai l'honneur d'être en contact direct avec mes invités déjà, mais pas vraiment journaliste. Parce qu'au final, je pose des questions qui me plaisent et sans forcément plaider pour une cause. Après, oui, j'essaie de garder l'orientation dans le domaine ou bien la thématique que je souhaite, mais je le fais plus à mon feeling, je pense. Mais au fur et à mesure qu'on aura ces exercices-là, je pense que ça va s'améliorer. Et peut-être là, oui,
Ce sera un peu plus du journalisme, mais là, pour l'instant, c'est mon feeling à moi que je suis en train de réaliser juste. Et peut-être une question sur, bon là c'est la déformation professionnelle qui reprend. Si quelqu'un devait diriger Madagascar, pour toi ce serait qui? Ibrahim Traoré. J'aime bien le profil, le personnage, il est jeune. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Je pense même qu'il est plus jeune que moi, 34 ou 35 ans. Euh, il est cultivé, et il a l'amour de la patrie. Ibrahim Traoré, moi je dirais. Et sinon aussi la famille qui dirige Dubaï. Là. En gros, pour résumer, il nous faut une dictature, mais pour le bien du pays. Voilà, une dictature éclairée. Et moi, si je devais répondre à cette question, Keta Kanjin Rafitson, qui était à la tête de Transparency International avant, elle est éduquée, c'est une femme très érudite, avec des principes, des valeurs, elle est droite. Elle s'est battue pour, à des moments où c'était dangereux, c'était dur pour elle, donc elle a un courage que j'admire. Si tu devais repartir de zéro, est-ce que tu redeviendrais encore une fois journaliste? Sans hésiter, oui. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, avec celle de venir habiter ici. Parce que j'ai grandi, j'ai été utile, j'ai l'impression, ce métier a du sens. J'ai peut-être contribué à faire naître des vocations. J'ai vécu tellement de choses incroyables. J'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer des tas de gens qui m'ont enrichi, qui m'ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En fait, c'est le journalisme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, bien sûr, sans hésiter, c'est le meilleur choix de ma vie. Et donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage les gens à le faire. Hein. D'accord. Maintenant, je t'invite à poser ta question pour le prochain invité. Problème à Madagascar. Quels sont les principaux problèmes de Madagascar? Donc, quels sont les principaux obstacles au développement de Madagascar? Un dernier message pour nos auditeurs et téléspectateurs? Un dernier message, non, mais j'ai envie d'encourager en fait les citoyens à être courageux. Tu vois, en fait, je pense que le changement, il vient aussi de gens qui ont fait un pas de côté, qui sont sortis du conformisme, qui ont osé, qui ont bravé un danger. Tu vois, voilà, je suis très admiratif de ce qu'a fait la Gen Z en septembre 2025, parce qu'ils ont osé. Ils ont bravé un danger, ils ont risqué leur vie. Donc oui, c'est peut-être ce message-là que j'ai toujours envie de passer aux plus jeunes, c'est remettez toujours en question l'ordre établi, la société. Ne restez pas sans rien faire face à des injustices, ne vous taisez pas, arrêtez d'être complice en fait de ce qui se passe. C'est comme ça que ça perdure en fait, c'est comme ça que les détournements, la corruption perdurent. C'est parce qu'on se tait en fait tous, qu'on est peureux, qu'on est lâche. Arrêtez en fait, arrêtez d'être lâche, arrêtez de ne pas être courageux. Et voilà, ce serait plus une espèce voilà, j'ai envie de secouer les gens et de leur dire il n'y a que du mieux en fait derrière le courage, derrière oser. Et voilà, j'espère que ça aura une résonance. On espère aussi, je pense que ça va arriver dans les oreilles de ceux qui en ont besoin déjà. Et en tout cas, pour nous, sur le plateau et pour toute l'équipe, on a beaucoup aimé prestation, ton passage d'aujourd'hui. Moi, personnellement, ça m'a donné un nouveau point de vue sur l'importance justement de s'engager. Moi, c'est ce que si je dois retenir un mot de tout ce dont on a discuté aujourd'hui, c'est engager. Engager, ça me parle vraiment et je découvre. Et surtout, ça donne tellement de sens à Madagascar, étant donné l'état du pays. Et en quelque sorte, on a quand même la même vision, faire avancer les choses. En tout cas, merci Gaël, et j'espère te revoir très bientôt dans divers horizons. Avec grand plaisir, je reviendrai volontiers, et bravo pour ce que tu fais pour Out. Parce que c'est pas facile, ça demande beaucoup de logistique, de temps, donc bravo. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.